merci beaucoup pour l'accueil, pour partager un moment pour faire une petite présentation du travail que nous avons fait. Le travail, on l'appelle l'oasis de la mémoire, c'est-à-dire parce que la mémoire, c'est une place aussi dans laquelle on peut aller pour voir, pour partager une histoire du peuple sahraoui. Nous avons fait une étude basée sur 261 témoignages. Nous avons fait de 261 entretiens avec des victimes directes de la violation des droits humains, de différents types de violations des droits humains. Il y a beaucoup d'autres types de victimes de violations. Nous voulons faire une recherche basée sur un échantillon représentatif de différents types de violations des droits de l'homme qu'ont subi les victimes sahraouis. Ça veut dire le rapport, il y a 2 tomes. Dans ces 2 tomes, on peut voir d'une part, dans le premier tome, on peut voir surtout un rapport, un overview sur les différents types de violations des droits de l'homme commis contre la population sahraoui de la part de l'État marocain. C'est commencé avec le cas de Modrega, le cas des bombardements, parce que beaucoup de gens ils sont réfugiés dans le désert en attendant une intervention militaire, peut-être de l'Espagne, pour protéger. Et on se dit, quand ils sont dans Modrega, des autres lieux, Tifariti, Guelta, Amgala, ils ont subi des bombardements. Mais ces bombardements, on a parlé beaucoup de ces bombardements pendant beaucoup d'années, mais il n'y avait jusqu'à ce moment encore une recherche sur ce qui s'est passé concrètement. Et comment ce qui s'est passé, combien de gens ils sont été là à Modrega, combien de morts ils sont été, combien de blessures, qui sont les blessures, qui sont les morts. Nous avons fait ce recueil, nous avons recueilli 55 témoignages directs de victimes, des survivants de ces bombardements. Nous avons trouvé ces victimes dans le campement de Tindouf. C'est un campement qu'on appelle Dakhla, c'est au sud, c'est loin de notre campement, ils sont plus voisins entre eux. Parce que les victimes de Modrega, les victimes de bombardement, ils sont déplacés après aller à Rabouni, ils sont allés à Dakhla parce que Rabouni est très peu de Tindouf. Tindouf c'était dans l'époque, maintenant il y a un aéroport aussi. Dans l'époque il était un aéroport militaire. Alors, beaucoup de victimes qui ont survécu les bombardements de Modrega, il y avait des attaques de panique quand ils sont arrivés à Rabouni, en écoutant, en attendant les avions aériens dans leur port militaire. Alors la décision des autorités de Sahraoui a été d'emporter les victimes de bombardement loin, dans une place qu'on ne peut pas écouter les avions. Alors ça c'est la plus forte preuve de l'impact d'un bombardement. Nous avons pris des témoignages de victimes directes, 55 de victimes directes, mais aussi ces dates dans le silence, ces situations géographiques de campement, c'est une preuve aussi de l'impact des bombardements dans les populations civiles. Mais dans le cas de bombardement, mais aussi dans beaucoup de cas, on parle beaucoup de différents cas, mais il y a très peu de dates, il y a très peu de données de ce qui s'est passé concrètement. Alors nous avons fait la recherche sur d'autres cas très emblématiques, sur le bombardement, mais aussi les cas des pillages dans le désert, mais aussi les cas des fosses communes, parce qu'il y a des fosses communes dans ce lieu qu'on appelle l'Emsayed. Alors nous avons recueilli le témoignage de l'unique survivant de ce fosse, qui a survécu parce que tous les autres ils sont morts après la torture. Et nous avons reconstruit l'histoire de ces fosses de l'Emsayed, non seulement avec le témoignage de ces personnes, mais d'autres personnes qui sont près de ces fosses de l'Emsayed, qui étaient dans une cellule militaire dans les casernes de l'Emsayed, et que maintenant on trouve dans le campement de réfugiés. Alors nous avons partagé les différentes versions de l'effet, ces survivants qui se trouvent dans le Sahara occidental, et les survivants qu'on trouve dans le campement de réfugiés, et aussi
les informations proportionnées par l'État marocain, parce que l'État marocain a publié un rapport de 2010, décembre 2010, avec le nombre de 207 personnes disparues qu'ils disent qu'ils ont été tuées, qui sont mortes. Non? Ils disent qu'ils sont mortes à cause des conditions. À cause des conditions. Ils ne disent pas quelles sont les conditions, quelles sont les raisons de leur mort. Ils disent seulement ça. Alors, les noms, quelques noms que nous a donnés les survivants, l'unique survivant de ces forces, ils ont les mêmes noms qui viennent dans la liste proportionnée par les conseils consultatifs de droits de l'homme de Maroc. C'est les mêmes noms. Alors, nous avons tenté dans tous les rapports de faire ce que nous appelons une triangulation de fonds. Alors, prendre quelles sont les informations directes des victimes, prendre quelles sont les informations proportionnées par l'État marocain, prendre aussi quelles sont les autres recherches comme ça, pour soutenir, pour avoir des résultats plus consistants dans le rapport. Parce que, bon, il y a d'autres cas que nous avons recherchés très fortement, c'était le cas de disparus. Encore, il y a 400 disparus dans le cas de Sahara. 9 disparus. Nous avons les noms de ces 409 disparus. Encore 400 disparus dans ces populations dans le Sahara. Très petits. C'est une proportion très très forte, non, plus forte de la proportion de disparus dans le cas de Sahara que le cas d'Argentine. Tous nous connaissons la situation d'Argentine, de disparus, le cas de Chili par exemple, mais la proportion de disparus sahariens face à la population saharienne et la population de disparus de l'Argentine face à la population de l'Argentine, la proportion est plus forte dans le cas de Sahara. Ça montre le niveau d'impact collectif, non seulement de le cas individuel, mais aussi de l'impact collectif dans une communauté comme le Sahara. Et le familial de disparus, ils sont dans le Sahara occidental, mais ils sont aussi dans le campement de réfugiés. Il y a beaucoup de familiers qui sont là, dans le campement. Nous avons fait d'autres cas sur le survivant de la disparition forcée. Parce qu'il y a, dans le cas de Sahara, il y avait de disparus temporaires, on peut dire comme ça. C'est l'unique cas que je connais dans le monde, dans lequel il y a des personnes qui sont été dans le centre clandestin comme disparus pendant 15 ans. Normalement, il a été dans notre pays peut-être 6 mois, 1 an, mais pas sur 15 années qui sont été dans ce centre clandestin de détention. Alors, nous avons recherché sur la situation de la torture dans les centres clandestins, les conditions de vie, etc. Il y a beaucoup de morts de personnes qui ont mortes de faim. Mais de faim, quand je dis de faim, je dis avec de la peau et l'eau. Alors, de faim. Les conditions que nous connaissons dans les catastrophes alimentaires, humanitaires de beaucoup de pays d'Afrique, malheureusement, dans les dernières décennies. C'est une faim intentionnelle. D'autre part, nous avons fait aussi une recherche sur d'autres cas, le cas de détention arbitraire et torture, sur un plus récent, de 92-93 jusqu'à aujourd'hui, en finalisant avec le cas de Guédéni-Sik. C'est un cas très connu aussi par tout le monde, de 2010, de la fin de 2010. Le processus judiciaire militaire contre la population, contre le détenu civil qui a une sentence à être redire dans les dernières journées ou passés mois. On doit voir aussi que dans ces campements, il a été situé dehors de la Lune pour ne pas avoir de problèmes avec la police, pour ne pas rester dans la cité, dans les rues, etc. Alors les gens qui ont commencé ce campement ont décidé d'aller dehors de la cité pour être là, dans les déserts, pour commencer. Et donc c'était 20 000 personnes là, dans les conditions pacifiques pendant beaucoup de temps. Et 20 000 personnes, ça veut dire 10% de la population sahraoui était là. Peut-être, je ne sais pas combien de personnes sont dans l'Algérie, combien de personnes sont dans ce pays, mais on peut imaginer les 10% d'un pays qui est
dans une action pacifique. Cette action pacifique a terminé de forme violente avec le démantèlement de campements et aussi de la réponse violente de plusieurs jeunes contre la police. Ils sont morts plusieurs, je crois, les autorités marocaines l'ont dit, 11 morts marocains, quelques 3 morts sahraouis aussi dans ces journées. Et, bon, ça c'est ce que nous pouvons trouver dans le tome 1. Et dans le tome 2, pour finir, on peut dire, on trouve dans la première part, on trouve quels sont les impacts de cette